en direct de Las Vegas. C'est une tasse de tech express, disons-la CES Express. Alain Mécana ici en direct du Mandalay Bay, qui était un des hôtels les plus occupés durant le Consumer Electronics Show, qui a normalement lieu dans l'espèce de gros centre des congrès de Las Vegas, mais qui est rendu tellement gros qu'il déborde dans nombreux hôtels, dont le Mandalay Bay. On va faire le tour du salon en accéléré, parce que c'est un peu ça le but de l'opération ici. Ce que vous voyez là, évidemment, c'est Las Vegas de soir. C'est ce qui accueille, en fait, c'est probablement la première vue qu'ont les gens. On dit à peu près 200 000 personnes qui sont venues voir l'événement cette année. On peut imaginer que c'est assez invitant. C'est un très gros événement, 4500 exposants, il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a évidemment, bon, il y a de plus en plus de la voiture, il y a la maison connectée, il y avait de la santé, il y a un paquet d'affaires. On va en parler un petit peu rapidement à travers 5 ou 6 faits saillants. Le premier, c'était celui-ci, c'est la conférence d'ouverture de LG Electronics, qui est le fameux fabricant coréen qu'on connaît, qui présentait ses nouveaux produits pour l'année 2020, mais l'intérêt, ou en fait la chose qui était différente cette année, c'est que on en a profité pour ouvrir le bal avec une conversation sur l'intelligence artificielle et on a introduit Jean-François Gagné, qui est le président et cofondateur d'Element AI, une entreprise de Montréal, qui a présenté ces 4 niveaux d'intelligence artificielle, une façon de structurer un peu le développement de cette technologie-là, parce qu'on le sait, tout le monde en parle, tout le monde. En fait, c'est rendu un buzzword. Tout le monde dit intelligence artificielle pour dire essentiellement connexion Wi-Fi avec quelques informations de données assez basiques. Et LG ne fait pas exception avec sa gamme de produits ThinQ, qui jusqu'ici ne faisait pas nécessairement grand-chose en termes d'intelligence artificielle concrète. Donc, ils ont dit, on va créer une espèce de cadre de réflexion, cadre de recherche. Ils sont allés chercher les gens d'Element AI qui, eux, ont défini ce cadre-là à travers les 4 éléments. Ça va de juste la collecte de données à une espèce de prise de conscience que l'appareil existe, jusqu'à la pleine autonomie d'un appareil qui pourrait, par exemple, être un robot, une espèce d'assistant numérique, physique, robotisé dans une maison, par exemple, qui pourrait gérer les différents appareils connectés. On est à peu près en ce moment au niveau 2. Il n'y a pas de date claire, mais le niveau 3 pourrait arriver prochainement. Ce serait un niveau qu'on appelle de causalité, c'est-à-dire qu'on aurait des services ou des appareils près de nous qui seraient capables de comprendre le comportement de l'utilisateur et de s'ajuster en conséquence, c'est ça qu'on a à le dire à chaque fois. Donc, il y avait beaucoup d'intelligence artificielle, encore une fois, et cette année au CES. Ça, c'est une façon d'espérer que l'industrie s'organise, ou en tout cas crée une espèce d'évolution, un peu comme on le voit du côté de l'auto autonome, où il y a 5 niveaux. De conduite autonome, donc où les véhicules se conduisent d'eux-mêmes selon différents degrés d'autonomie. Puis, en ce moment, dans l'auto, on est à peu près au niveau 3, qui est celui où on peut relâcher le volant sur l'autoroute dans certaines conditions. Évidemment, le niveau 4, niveau 5, ça s'en vient. Et puis, d'ailleurs, l'automobile, c'est un autre volet assez important du CES, de plus en plus, en fait. Cette année, il y avait une bonne demi-douzaine de constructeurs, des grands constructeurs, en plus de nombreux fabricants et d'équipementiers qui étaient sur place. Il y avait Toyota qui présentait sa ville du futur. On aura probablement l'occasion d'y revenir parce que Toyota va être aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet prochain, puis ça risque d'être assez gros, merci. La voiture, bon, il y avait un paquet d'autres voitures, évidemment, mais le truc qui a peut-être le plus, en tout cas moi, qui m'a impressionné le plus, c'est ce véhicule-là, un véhicule volant que Hyundai a présenté ici sur son kiosque au CES. Le projet, en fait, c'est que Hyundai veut construire ces véhicules-là en grand volume pour Uber, qui va finalement lancer sa filiale Uber Elevate, des taxis autonomes, des drones volants, toute la patente qu'on peut imaginer. D'ici peut-être 2021, entre 2021 et 2023, selon ce qui va arriver avec le développement de cette technologie-là, Hyundai est le premier grand fabricant choisi comme partenaire pour ce projet-là parce qu'ils ont une capacité de production de masse. Donc, ils s'attendent à ce qu'ils s'en produisent plus que juste 1, 2, 3. Ça risque vraiment d'être intéressant au niveau de la capacité de production. De suivre ça, c'est un appareil qui peut embarquer 4 personnes plus un pilote. Il y a une autonomie d'environ une centaine de kilomètres par charge. Donc, ça suffit pour faire un trajet, par exemple, entre le centre-ville et l'aéroport d'une grande ville. C'est quelque chose qui existe déjà à New York, où on peut prendre un hélicoptère, un vrai hélicoptère, tout ce qui est plus classique, sur Manhattan, donc au centre-ville de New York, et il va nous déposer à l'aéroport JFK pour une soixantaine de dollars. Ça varie un peu parce qu'évidemment, c'est un prix dynamique en fonction de l'achalandage. Mais déjà, ce service-là, qui n'est pas nécessairement offert par Uber, mais par certaines autres startups, revient moins cher, en fait, dans certaines conditions que prendre un taxi traditionnel ou même un Uber traditionnel. Donc, c'est quand même déjà impressionnant.
Ça, c'est moi qui mange un hamburger de porc, de faux porc, de porc vegan. Impossible Foods a dévoilé ça ici, ce qui n'est pas nécessairement techno, mais ce qui est une grosse tendance, on le sait, dans le monde de l'alimentation. En tout cas, ce virage vegan où on veut vraiment que les protéines viennent de sources végétales plutôt qu'animales. Va falloir leur parler de ça parce que les Impossible Foods ne vendent pas au Canada, ne vendent qu'aux restaurateurs et qu'aux entreprises qui, elles, transforment la nourriture en aliments concrets. C'est assez intéressant comme produit. Mais c'est une tendance, hein, la santé connectée, l'alimentation connectée, toutes ces choses-là sont, je ne vais pas dire connectées, mais disons l'alimentation de prochaine génération. Il y a un petit côté techno, en anglais on dit food tech, pour dire, on se met dans l'esprit d'une start-up qui veut révolutionner un peu le marché. C'est un certain sens, évidemment. Si vous vous demandez ce que ça goûte, dans ce cas-ci, c'était apprêté par un restaurant japonais qui, je veux dire, ça goûtait le mets japonais, donc il n'y a pas une grosse différence à ce niveau-là. On peut imaginer que c'était la même chose que si on avait eu du porc traditionnel dans le sandwich. Ce que vous voyez là, ce sont des lunettes avec un contrôleur sur le côté qui ressemble un petit peu à un contrôleur de Nintendo, la vieille console, la Nintendo Entertainment System, la NES. Il y avait plusieurs petits fabricants. Évidemment, il n'y avait pas des grands noms qui avaient des appareils comme ça, mais ça préfigure une tendance qui, à mon avis, va être émergente au fil des prochaines années. Il y a beaucoup de rumeurs que Facebook, Google peut-être, mais surtout Apple, pourraient lancer des verres à réalité augmentée d'ici les 3 prochaines années. Qualcomm, qui fabrique des appareils, c'est-à-dire des composants pour des appareils électroniques, a dit il y a quelques semaines, un petit peu avant le CES, que la prochaine génération de processeurs qu'ils allaient lancer pourrait animer de façon efficace des lunettes à réalité augmentée, que ce soit comme celle d'Amazon, les Frames, où on ne fait que parler et interagir par commande vocale, ou même certains avec un affichage dans la lentille. Celle-là n'avait pas l'affichage dans la lentille, il n'y avait que la fonction vocale, mais on sait que ça s'en vient parce qu'il y avait d'autres fabricants sur le plancher du CES qui, eux, avaient des technologies comme celle-là. C'est pour l'instant évidemment loin d'être réussi, mais on est capable déjà d'afficher de la vidéo en couleur dans des lentilles sans que le cadre, sans que les lunettes comme telles aient l'air trop grosses en fait, et affreuses même parce que c'est difficile de rendre ça joli. On est rendu à un point par contre, évidemment c'est un petit peu plus épais qu'un cadre de lunettes normal, mais ça commence à être de plus en plus transparent, ce qui fait qu'on peut imaginer que dans une certaine échéance, surtout si on imagine des compagnies qui mettent beaucoup d'efforts sur le design comme Apple, s'ils mettent l'épaule à la roue, ça pourrait être intéressant de voir comment ça va évoluer. Ce créneau-là, c'est évidemment tout à fait c'est pas nouveau, mais là, on commence à avoir un engouement. Souvent, ce qui arrive, c'est que les exposants arrivent, il y a quelques petits exposants qui ont des gadgets un peu mal ficelés. L'année suivante, il y en a quelques-uns de plus. L'année suivante, il y a des grandes marques qui embarquent. On est à peu près à mi-chemin dans ce développement-là, fait qu'on va voir ce qui va arriver. C'est sûr que c'est pas de la télé 8K, ça on sait que ça s'en vient, c'est un truc qui est connu, tout le kit. Mais en tout cas, on flaire une tendance, on va s'en reparler peut-être dans 1 an ou 2, voir où ça s'en vient. Mais l'impression qu'on a, c'est que c'est quelque chose qui va effectivement être adopté très rapidement par des grands fabricants, ou en tout cas par l'industrie. Il y avait aussi en marge du CES, évidemment, chaque année, ce qui est le fun de faire comme visite au CES, c'est de trouver les exposants canadiens et québécois. C'était facile cette année parce qu'ils ont créé le village francophone avec d'autres pays, d'autres marchés francophones comme la France, certains pays d'Afrique. Et hier soir, en tout cas en marge du salon, mercredi soir, il y avait une grande rencontre dans un petit musée d'art à l'hôtel Le Bellagio, qui est le fameux hôtel où vous voyez les jets d'eau, les fontaines devant l'hôtel. Il y avait une rencontre, donc, de la plupart des entreprises qui étaient exposantes ici. Il y avait beaucoup de gens, il y avait vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Il y avait, évidemment, il y avait tout le gratin gouvernemental qu'on peut imaginer. Il y avait des gens de Montréal International. Il y avait le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, qui est venu en fait faire une petite allocution, dire bon, c'est important de s'exposer au CES. J'ai rencontré M. Fitzgibbon pour justement lui poser des questions sur la raison pour laquelle il était au CES, c'est quoi sa vision de l'économie, de la techno, où peut se situer le Québec. L'entrevue avec M. Fitzgibbon portait évidemment sur la raison d'être du Québec au CES. M. Fitzgibbon, on le sait, il y a une stratégie, en tout cas fidèle au gouvernement provincial, là, de s'exposer comme un pays exportateur, donc cherche des marchés où exporter les technologies québécoises. Ça va dans les deux sens. Il essaie aussi d'attirer certaines sociétés à caractère technologique au Québec.
avec certains facteurs, l'intelligence artificielle, l'énergie abordable, évidemment l'ouverture du gouvernement à faire des affaires. Pour l'instant, il parle beaucoup de véhicules électriques, de véhicules autonomes qui pourraient venir être construits au Québec. Il parle aussi beaucoup de lithium, composants pour des batteries. Il voit cette composante-là. Il est question de véhicules commerciaux. Il y a déjà plusieurs sociétés au Québec qui fabriquent, sinon des autobus électriques ou des camions, des petits camions électriques, au moins les composants pour ces véhicules-là. Il y a une compagnie qui s'appelle Nordresa qui est établie à Laval, qui a récemment été acquise par un fabricant, un géant américain qui s'appelle Dana, D-A-N-A. La rumeur veut que Dana aurait une annonce imminente, un peu grâce à une rencontre avec M. Fitzgibbon, là, pour créer un investissement majeur au Québec pour justement développer ce créneau-là des véhicules commerciaux. M. Fitzgibbon a aussi parlé, bon, évidemment, du jeu vidéo, tout ça, c'est un peu en marge de sa visite ici. C'est la deuxième fois comme ministre qui vient au CES. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont venus au fil des années là, visiter le CES. Je me rappelle de Dominique Anglade il y a quelques années du Parti libéral du Québec, mais c'était pas aussi imposant ou structuré que ce que M. Fitzgibbon fait cette année. Il dit qu'il va revenir l'année prochaine. Évidemment, c'est un fan. Ça fait 12 ans qu'il vient visiter le show. C'est un petit peu moins que moi. Moi, ça fait 15 ans, donc je suis un peu déçu de ne pas l'avoir croisé avant. Il était aussi question, parce qu'évidemment, quand on va, il y a différents volets du CES. Il y en a un qui a lieu dans le centre des congrès. Il y en a un autre qui est un petit peu plus loin dans un hôtel qui s'appelle le Sands, qui a son propre petit centre des congrès. Et c'est là qu'on regroupe les startups, les jeunes pousses, les petites entreprises sous un nom qu'on appelle Eureka Park, donc le parc Eureka. Et c'est souvent là qu'on trouve beaucoup d'entreprises québécoises, canadiennes, des différents pays. De France aussi. D'ailleurs, parlant de la France, un truc qu'ils font beaucoup, la France, ils ont créé la French Tech, qui est une espèce de groupe d'entreprises françaises qui font le tour des différents événements comme le Consumer Electronics Show partout dans le monde. On les croise au Mobile World Congress à Barcelone, par exemple. En plus, et dans d'autres endroits en Asie et en Europe. Puis, je demandais à M. Fitzgibbon qu'est-ce qu'il pensait de cette initiative-là. Puis, ce qu'il me disait, effectivement, c'est qu'il y aurait éventuellement les plans de créer une espèce de groupe comme ça qui pourrait accueillir différentes entreprises québécoises, juste pour faire un peu d'espace dans ces événements-là et les regrouper dans un endroit d'exposition qui serait un peu plus imposant, qui permettrait d'avoir une meilleure vitrine auprès d'éventuels clients, partenaires, fournisseurs, ou revendeurs ou peu importe. Donc, attendez-vous à ce que l'année prochaine, on reparle de cet événement-là sous l'angle québécois, qu'on en reparle sous l'angle peut-être même d'une vitrine technologique. Chose qui est sûre, c'est que ça fait déjà quelques années qu'on voit le CES évoluer. On parle beaucoup de santé connectée, beaucoup de la maison intelligente. Il y a un paquet d'affaires, des stores intelligents, une porte patio intelligente, il y a même une champlure, un robinet connecté à commande vocale de Moen. Beaucoup d'appareils, on va en reparler de toute façon au fil des prochaines tasses de tech. Mais on sent que ça va encore évoluer, puis évidemment la voiture va reprendre aussi de plus en plus de place. Donc attendez-vous à parler de techno, d'auto, un paquet d'autres affaires au fil des prochaines années avec le CS. De toute façon, on va revenir dans les prochaines semaines. On revient à Montréal, nous, la semaine prochaine. On absorbe le décalage horaire, on va se revoir la semaine prochaine une vraie tasse de tech.